Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de disponibilité et surtout de ce que la guerre fait au potentiel militaire des grandes puissances. Qui est donc un format tête chercheuse, un format autour d'un article de recherche. J'ai le plaisir de recevoir deux économistes, donc Jocelyn Droff et Julien Malizard. Bonjour. 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 Tous les deux économistes à la chaire économie de défense de l'IHEDN, Julien qui est un habitué de ce micro, pour parler d'un article que vous avez publié il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être maintenant, je ne sais pas quand je diffuserai l'épisode, intitulé « When Military Interventions Decrease Military Power, Evidence from the French Case ». Donc quand les interventions militaires diminuent la puissance militaire, recherche sur le cas français, disons, que vous avez écrit avec Olivier Schmitt du Collège Royal de Défense du Danemark, maintenant, qui est évidemment du coup au Danemark et qui ne pouvait pas être parmi nous. Mais bon, il est déjà apparu quelques fois dans le podcast, donc je pense qu'il ne nous en voudra pas. Qui est un article donc paru dans la revue Defense and Peace Economics et qui est un article sur un sujet fascinant qui est de savoir ce que les interventions extérieures font aux capacités militaires d'un pays. Et je vais le résumer à très 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 grands traits. L'idée, c'est que en fait, ça use le potentiel et que, à force, même plus on est engagé, et plus ça use la puissance militaire. Ce qui est, et c'est là que je trouve ça très intéressant, un truc incroyablement évident, ou en tout cas intuitif. Et vous le dites bien dans l'article, c'est que tout le monde le sait. Dans une certaine mesure. Vous parlez, les armées le disent, tout le monde le dit d'une manière assez claire, qui est que quand on se sert des trucs, ça s'use. Et pourtant, il y avait quand même le besoin, la nécessité, selon vous, d'en faire une étude pour le prouver. Comment est-ce que vous diriez, disons, quelle était l'idée, le projet derrière l'article? Je ne sais pas qui veut commencer, Jocelyn, Julien? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est vrai que historiquement, il y avait quand même toute cette histoire autour du surengagement en fait, des troupes, notamment dans les OPEX, et avec des conséquences de long terme sur les taux de disponibilité. Donc, entre autres, pendant ma thèse, donc moi j'ai travaillé sur les questions de MCO, et il y avait beaucoup de rapports parlementaires de maintien en conditions opérationnelles. Beaucoup de rapports parlementaires s'exprimaient en disant qu'il y avait une forme de crise de la disponibilité. Et donc moi, c'est un peu l'origine de ce papier. En fait, j'avais commencé pendant ma thèse à collecter des informations, taux de dispo par taux de dispo, du début en gros de la numérisation de ces rapports, donc c'est fin des années 90 jusqu'à, j'ai soutenu en 2013. Donc l'idée, taux de dispo, c'est la proportion pour un type d'équipement donné de ceux dont on peut se servir au moment T par rapport au parc global. Tout à fait, le taux de disponibilité technique, donc par rapport au parc global, parce qu'après il y a d'autres mesures de la disponibilité qu'on abordera ou pas, mais... Et en fait, l'idée, c'était de voir derrière tous ces rapports, si déjà il y avait une forme de fond de vérité, parce qu'en fait, les rapports publiaient les données avec des périodes de 2-3 ans. C'est très compliqué d'avoir des tendances longues. Donc, en bon économiste, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu conjoncturel ou est-ce qu'on pouvait retracer des séries un peu plus longues en faisant un travail de recherche, quoi. Donc, la réponse était oui, il y avait bien eu une crise de disponibilité. Et en fait, en poursuivant dans ces rapports, je me rendais compte que il y avait quand même beaucoup d'arguments pour expliquer cette chute de la disponibilité. Donc il y avait les baisses de crédit et entre autres et aussi ce fameux surengagement. Et donc après avec Julien, on a commencé un petit peu à creuser cette question, notamment alors c'était au tournant, on va dire 2017, c'était au moment où le général de Villiers était chef d'état-major. Et en fait, il y avait ce fameux livre où en fait il expliquait qu'il y avait une forme de difficulté à régénérer le potentiel militaire. Et nous, on s'est dit, on va peut-être s'embarquer là-dedans pour voir si, toujours pareil, derrière ces questions-là, est-ce que c'est une forme soit de vision soit à court terme, soit ou quelque chose aussi qui peut être un argument un peu politique pour avoir plus de crédit, etc. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fond dans cette tendance-là? C'est par ailleurs fascinant de voir la temporalité de ces choses-là, parce que ça fait quasiment une décennie entre le début de la recherche et la parution, ce qui est... Enfin, c'est aussi à ça que sert ce format. En fait, c'est ça la temporalité de la science
universitaire, c'est-à-dire il y a ça, ensuite il a fallu l'écrire, parce que vous ne faites pas que ça. Ensuite, c'est une très belle revue, Defense and Peace Economics, donc ça doit être double peer reviewed, c'est-à-dire il faut envoyer l'article à des relecteurs qui ont eux-mêmes pas que ça à faire, ensuite il faut faire des modifications. Bon, c'est vraiment ça la temporalité des articles de recherche un peu documentés. Julien, sur ce concept Alors, il y a un suivi pour essayer de décentrer un tout petit peu le propos par rapport à ce que vient de dire Jocelyn. Nous, on s'est intéressé à cette question effectivement du surengagement et de ses conséquences dans un contexte où la littérature sur la question du coût des conflits était grandissante au moment où on a commencé à travailler sur ce sujet. Il y a un tournant à la littérature, c'est l'ouvrage de Stiglitz et Bilmes en 2008, qui est assez célèbre puisque ça s'appelle « La guerre à 3 000 milliards de dollars » et qui essayait de faire la somme de tous les coûts supportés par les États-Unis dans les engagements en Afghanistan et surtout en Irak. Le travail de Stiglitz et Bilmes ont été par la suite prolongés, notamment par les travaux du... Donc Stiglitz en tient un prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie... même si le prix Nobel d'économie n'existe pas. Un gros ponte de la discipline, et Linda Bilmes, une chercheuse sur ces questions stratégiques. Et donc ça a été poursuivi par des chercheurs de l'université de Brown, avec un programme qui s'appelle Cost of War, et qui ont actualisé par la suite les données de Stiglitz et Bilmes. Et on n'est plus à 3 000 milliards, là on est à 8 000 milliards. Et donc on voit bien une espèce on se rend compte de l'ampleur du coût que ça implique. Alors avec une mesure extrêmement large, hein. Donc c'est pas que les coûts des opérations, mais c'est aussi beaucoup d'autres conséquences, les conséquences en termes pour les personnels qui ont été blessés, etc., les conséquences économiques, macroéconomiques, les conséquences en termes d'endettement, les conséquences sur le prix du pétrole, etc. Donc beaucoup d'hypothèses, parfois un peu discutables, mais en tout cas qui avaient le mérite de présenter un certain nombre d'évidences. Et on voit bien l'ampleur de ce coût par rapport au montant des engagements. Et donc on s'était dit, pourquoi pas essayer de répliquer cette analyse dans le cas français. Bon, on arrive à des choses qui sont extrêmement modestes, hein, parce que les engagements français ne sont pas du tout de l'ampleur de ce qu'ont fait les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Donc on s'est dit, en fait, il faut continuer à creuser l'exercice, aller plus loin, parce qu'on voit bien qu'il y avait un décalage entre le montant que représentait ce qu'on appelle les surcoûts des opérations extérieures, donc ce qu'on dépense pour faire les opérations extérieures, et puis dans le même temps, les messages d'alerte réguliers des chefs d'état-major qui disaient, regardez, on est surengagé, on dégrade notre potentiel, et donc on s'était dit, là, il y a un décalage, et il faut creuser ce genre de choses. C'est-à-dire, les coûts, les valeurs nominales n'étaient pas si incroyablement élevées que ça justifie sur le papier les cris d'orfraie des différents chefs d'état-major. Disons qu'on s'est dit que le coût devait être ailleurs, quelque part, quoi. En fait, c'est un peu ça le... Depuis 2008, on est à peu près au-delà d'1 milliard d'euros pour les opérations extérieures. Donc c'est une somme évidemment importante à l'échelle du budget du ministère des Armées français, mais finalement qui est pas complètement, qui est totalement intégrable en fait dans le budget. Ça représente en fonction du moment quelques pourcentages du budget, quelques points de pourcentage, donc c'est pas une somme folle. Et dans le même temps, on voit des signaux d'alerte nous disant attention, on est en train de décrocher sur la formation, sur les taux de disponibilité, on érode notre potentiel et on se dit il y a un décalage. Et donc ce décalage, c'est ce qu'on a essayé de mesurer par tout un tas d'indicateurs. Donc Jocelyn évoquait la construction de la base de données sur les taux de disponibilité. C'est-à-dire très clairement prendre en compte les coûts, appelons ça indirects, des engagements extérieurs, pas seulement voir la valeur nominale. Vous dites ça à un moment dans le dispositif, vous dites il y a une manière binaire de faire le truc, c'est si on était en paix et combien ça aurait coûté de moins, bon ça c'est simple, mais il faut voir aussi tous les coûts dérivés, c'est-à-dire au-delà de ça, qu'est-ce que ça impacte sur l'outil. Sachant qu'il peut avoir des bénéfices, alors c'est difficile, j'ai bien conscience qu'en disant ça, on va dire les économistes sont encore un peu à côté de la plaque, mais en fait quand on utilise du potentiel militaire, il y a des bénéfices en termes d'entraînement, on sait faire des opérations, alors que si on ne pratique pas sur le terrain, on peut avoir des entraînements, mais on ne va pas être éprouvé au combat. Donc en gros, il y a un enjeu d'être déployé pour être capable de réaliser certaines missions, donc en gros ça c'est plutôt positif. Il y aura un seuil optimal, les économistes aiment bien chercher le point d'inflexion, et donc en gros on maximiserait l'engagement qui maximiserait l'efficacité militaire, et puis après il y a un seuil au-delà duquel où les bénéfices seraient moins forts, la régénération notamment, que les coûts que ça impliquerait, et donc en fait on dégraderait le potentiel parce qu'on tirerait trop sur la corde. C'est plutôt cet effet-là qu'on a mesuré dans l'article. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que
tout ça, c'est des trucs qui s'entendent très bien nominalement, conceptuellement, empiriquement, mais vous êtes des économistes, donc vous faites des maths, on en reparlera peut-être. Il y a une dimension chiffrée. Et la question, c'est comment on chiffre. Comment on chiffre ces trucs-là? Comment on chiffre, par exemple, le fait de l'entraînement? Comment la valeur de l'entraînement? Comment on chiffre ces trucs-là? Ce qui pose la question de comment est-ce que vous avez monté votre dispositif? Quelle data, quelles données vous êtes allé chercher? Alors, sachant que juste pour compléter avant, il y a quand même deux choses. C'est que, comme on peut, au départ, en fait, c'est un truc un peu en diptyque, parce qu'il y a un papier théorique avec un collègue de l'université de Nice, de Côte d'Azur, Maxime Menuet, qui, en fait, on a essayé de modéliser ça. C'était sur un plan plus théorique, parce que justement, on n'avait pas de chiffres. Donc, c'est important. Là, pour le coup, c'est vraiment des maths. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est des stats. Donc, on va dire que on joue un peu sur la nuance, mais bon. Et donc, avec Maxime, on s'était posé cette question, justement, du fameux point d'inflexion, parce que, encore une fois, on avait modélisé ce truc-là en expliquant que c'était un petit peu comme une ressource naturelle, renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a un stock, on pêche, par exemple la pêche, on tape dans le stock en pêchant, et donc à un moment, si le taux de renouvellement de la ressource, du coup, il n'est pas supérieur au taux de prélèvement, elle se dégrade, et ça partait un petit peu de là. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire dans le papier, c'est plutôt une version appliquée, sachant que le papier théorique, lui, donc celui dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui est important, il explique aussi que ce cas-là, nous, en France, il a été nous, on pensait que c'était intéressant de l'étudier pour la France, qu'on avait les données et on va y venir. Mais les États-Unis, en fait, avaient aussi des signaux allant dans ce sens-là, quand bien même c'était aussi un gros pays avec beaucoup de budget, etc. Le Royaume-Uni également, les Pays-Bas, l'Allemagne dans une moindre mesure. Donc, en fait, c'est des choses qui sont dans le papier théorique. Et sur les données, après, toujours pareil, en bon économiste, on s'est dit, on produit avec du capital et du travail. Et on s'est dit, comme ça va être compliqué d'avoir en fait beaucoup d'informations justement sur cette qualité du travail, on s'est dit, on va regarder le capital et donc les taux de disponibilité, qui sont une mesure en fait de cette capacité à créer de la valeur militaire en fait avec un équipement. Et comme j'avais les données, parce que moi ça m'avait beaucoup intéressé pendant ma thèse, on s'est dit, quelque part, on va réussir à connecter cette donnée. Alors, sachant que dans ma thèse, j'avais fait une petite régression toute naïve qui doit figurer dans une note de bas de page où j'ai tout agrégé sur la décennie ou sur 15 ans et j'avais mis ça en corrélation avec les crédits de surcoût OPEX. Et c'est clair que la corrélation était très très forte, négative. Sauf qu'après, en discutant avec Julien, on s'est dit, on va faire... de mettre les diminutions du taux de disponibilité en regard du surcoût des Exactement. opérations. Et ça, c'était quelque chose de très naïf, fait sur 15 ans par année, tout simplement. Et puis on voyait bien qu'il y avait une grosse corrélation très forte, négative. Mais à l'époque, j'avais pas pensé à le faire forcément matériel par matériel, comme il est dans le papier. Et en fait, petit à petit, cette affaire a grossi, s'est complexifiée. Tu as évoqué tout à l'heure le temps, mais en fait, finalement, le papier, on l'a stabilisé en 2019, et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais 2023. Voilà. Donc, en fait, ça fait 10 ans, en fait, quasiment, entre voilà. Et donc, les sources des données, c'est essentiellement les rapports parlementaires pour la partie taux de disponibilité. Ça, c'est pour la variable expliquée. Et notamment les questions, les réponses aux questions formulées par François Cornu-Gentil, qui est un ancien député de la commission, qui était la commission de défense, surtout la commission des finances, et qui envoyait des questionnaires, et tous les ans, en fait, il y avait des réponses. Et c'est sur cette base-là où on avait... Surtout pour la partie 2015-2017. Sur les données les plus récentes, oui. Parce que pour les données les plus anciennes, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant la discussion sur l'accès à l'information, c'est qu'en fait, tout ça a été... publié de façon très banale en fait. Ça faisait partie d'une forme d'évaluation de la politique du ministère. Si on prend les rapports du début des années 2000, c'est très clair. D'ailleurs, ça servait d'argumentaire. C'est-à-dire que pendant longtemps, le ministère publiait un peu benoîtement les taux de disponibilité de ces matériels parce que le citoyen a le droit de savoir où vont ses impôts. Et puis, par une ruse de l'histoire, appelons ça comme ça, il y a un moment où ça s'est arrêté. Alors, et donc pendant longtemps il y a un gentil député qui a fait le boulot à la place parce que représentant de la nation ça avait un petit peu de poids et peut-être qu'on y viendra mais aujourd'hui il n'y a plus le gentil député quoi. Alors entre autres on ne voit plus effectivement d'informations là-dessus. Ça, c'est même plus subtil que ça. C'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que le taux de disponibilité technique, c'est le rapport entre ce qui est disponible et le parc total. Ça, c'est en fait finalement c'est celui qu'on comprend le mieux. Et à un moment en fait, alors c'est au moment de
de la LOLF. Donc je pense que le loi de finances organique, ils ont publié de nouveaux indicateurs, ils appelaient DTO, taux de disponibilité technique opérationnelle. Et en fait, le dénominateur change, c'est-à-dire que c'est stipulé de manière à ce que ce soit par rapport au parc dont on a besoin, en gros. Et donc, finalement, on peut faire jouer le taux un petit peu comme on veut en changeant de dénominateur. Et on voit bien que ça, c'est quand même un premier indicateur qui est déjà qui fait une rupture avec le premier. Donc, c'est déjà un peu un problème quand on cherche à mesurer. Puis on voit bien que c'est quelque chose on glisse vers quelque chose de moins évident à suivre, de moins tangible. Je vais vous faire, parce que vous n'êtes pas les premiers, vous êtes pas les premiers à le remarquer, c'est marginalement connu, notamment par les journalistes qui suivent ces questions, etc. Je crois que c'est Vincent Lamijon qui l'a dit, il y a un certain nombre de chercheurs de divers think tanks qui l'ont signalé aussi. Je vais vous faire la réponse que ferait le ministère, en tout cas qui font depuis un certain temps, c'est de dire c'est des données sensibles. C'est de dire, si l'ennemi, avec un grand E, qui qu'il soit, sait qu'on a seulement 42% de nos hélicoptères Tigre qui sont disponibles, il peut caler son effort sur etc. Voilà, en tout cas, c'est l'argument qui est opposé, c'est de dire que ce sont des données sensibles. Ensuite, on peut y croire ou pas et dire que c'est aussi un argument un peu pratique pour ne pas avoir à rendre des comptes sur cette partie-là, mais en tout cas, faut préciser que c'est l'argument qui est opposé, quoi. Tout à fait, sachant que rien n'empêche le ministère de publier avec un retard de 2, 3, 4 ans, peu importe le nombre d'années qu'il considère normal pour ne pas révéler un certain nombre de choses, les informations. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les élus, les parlementaires ont accès aux informations, mais les chercheurs ne l'ont plus. Sachant qu'on pourrait prendre le problème à l'envers, on pourrait aussi dire, si on est bon sur les taux de dispo, on montre la puissance. Et en fait, cet argument-là, à mon avis, il est assez intéressant. C'est un argument que je défends depuis plusieurs années, mais en fait, une bonne performance d'un système de maintien en condition opérationnelle, c'est un indicateur d'une forme de dissuasion conventionnelle, mais c'est une forme de dissuasion. Parce qu'en fait, ça indique qu'on est capable de réagir vite, qu'on a des bons taux de dispo. Et d'ailleurs, l'argument comme quoi, stratégiquement, ça serait montrer sa faiblesse, etc., je ne sais pas, mais les États-Unis, ils n'ont pas choisi ça, en fait. Au contraire, ils sont très transparents là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a des stratégies. Le Royaume-Uni était beaucoup plus transparent à une période, beaucoup moins maintenant. L'Allemagne, c'est vraiment eux, ça relève de la fuite dans la presse quand ils publient là-dessus. Les pays nordiques, il n'y a pas beaucoup non plus, mais il y a quelques publications un peu sur le sujet. Bon, mais grosso modo, si on s'arrête aux États-Unis, au Royaume-Uni, on voit bien que c'est deux stratégies différentes. Et nous, on a plutôt choisi celle du Royaume-Uni, de cacher, en fait. Bon, après, ça pose la question du choix du pays enquêté, c'est-à-dire en l'occurrence la France. Bon, alors, une sorte de logique au fait que vous êtes français et que ça... Voilà. Mais vous le justifiez un peu différemment dans l'article en disant que la France, c'est quand même un bon cas d'espèce pour travailler cette question-là, parce que c'est à la fois un pays qui prétend être sur tout le spectre, il y a plein de types d'équipements, qui intervient relativement beaucoup à l'échelle de la planète, et que du coup, c'est... et par ailleurs, qui est d'une taille assez raisonnable, c'est-à-dire c'est pas l'espèce d'océan états-unien qui fait que c'est tellement vaste que ce serait très très difficile de voir des corrélations un peu fiables. La France a un peu de tout mais un peu de tout et peu de tout, donc on peut plus facilement mesurer l'impact d'une opération sur des taux de dispo, quoi. Disons que l'intérêt, et je pense que c'est pour nous l'intérêt d'avoir travaillé aussi avec Olivier Schmitt, parce que et c'est vraiment l'intérêt de cet article, c'est-à-dire que nous, en tant qu'économistes, comme Jocelyn l'a rappelé, en gros, on arrive un peu avec notre bagage technique. Comment on fait de la puissance militaire, même si on ne sait pas toujours très bien la mesurer, c'est du capital, du travail. On n'a pas les données sur le travail, on va prendre le capital, on regarde ce que ça donne. Sauf que, à un moment donné, c'est aussi une intrication avec des questions stratégiques. Et c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé avec Olivier qui nous a permis effectivement d'enrichir l'explication, la justification du cas français, de l'interprétation d'un certain nombre de choses, et notamment le fait que le cas français, c'est une armée qui est souvent déployée. C'est quand même assez... les chiffres actuellement, donc on est sur 30 000 militaires mobilisés en permanence, dont à peu près entre 5 et 10 000 pour les opérations extérieures.
ce qui représente un volume important par rapport au format des forces armées. Hein, c'est presque 1/7 qui est mobilisé dans une opération et à peu près, donc ça fait de l'ordre de 5% à peu près des militaires qui sont déployés. Ce qui est assez substantiel en fait pour la France et dans un contexte où, et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que on a en tendance plutôt, on envoie moins de militaires, mais ils sont en gros ce on a appelé l'intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'on va leur mettre plus d'équipements en moyenne par militaire et on va leur demander de se déployer dans des zones qui sont de plus en plus grandes. Et ça, de fait, c'est un des critères aussi par rapport à l'élongation qu'on évoquait, c'est-à-dire que en fait, on est capable d'identifier peut-être assez finement, alors même si à un moment, on va buter sur des contraintes d'accès à des données aussi, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été déployés, par exemple au Mali, mais ça nous donne en tout cas un certain nombre d'éléments avec quelques cas assez importants donc de déploiement dans la bande sahélo-saharienne, au Proche et au Moyen-Orient notamment, puisque sur la période d'analyse, c'est surtout ça les grands déploiements, et d'être assez précis quant aux phénomènes qu'on va mesurer sur les questions de déploiement et les aires géographiques qui sont concernées. Mais c'est incidemment, je peux dire, du coup vous le quantifiez. Il y a beaucoup plus d'opérations extérieures qu'on pense. C'est-à-dire, je sais pas, je voyais les chiffres, alors aussi bien pour les Américains encore plus, mais c'est des centaines. Depuis 1995, vous me dites 106 opérations hors du territoire national. Intuitivement, j'aurais dit 20 max, mais parce que je pense qu'aux grosses, mais en fait, ça veut dire... il y a quelques grosses et il y a plein de petites et tout ça tire sur la ressource. Quoi. En fait, tout ça c'est un peu lié parce qu'on est aussi impliqué dans un autre projet qui parle spécifiquement de la budgétisation des OPEX. Donc cette opération de comptabilisation, on l'a fait en fait depuis les années 60. Il y en a plus de 250 des opérations extérieures. Après, c'est vrai que cette partie-là, les 20-30, c'est aussi parce que en fait, c'est aussi celles qui sont les plus grosses, les plus médiatisées. Je pense notamment à l'excellent travail de Michel Goya, qui est venu plusieurs fois ici, mais qui nous a beaucoup servi en fait, pour décrypter tout ce contexte historique, stratégique. Les plus longues aussi. C'est aussi les plus longues, donc c'est aussi ça qui donne... cette impression Et d'ailleurs, c'est aussi ça, pour ça que quand on fait des études de cas, c'est plus simple de se focaliser sur ces affaires, enfin sur ce groupe un peu plus restreint. Mais c'est sûr que dans le cas français, c'était le cas un peu... pourquoi on le choisissait, c'est aussi parce que dans le papier, il y avait cette idée de travailler avec Olivier Schmitt sur ces arbitrages entre différentes missions des armées, notamment le côté expéditionnaire versus préparons-nous à un conflit de haute intensité, et donc d'étudier les arbitrages qu'il pouvait y avoir. Le fameux trade-off dans le papier qui revient très régulièrement parce qu'en fait, la France est vraiment assez emblématique du pays qui veut être excellent dans les deux domaines. Et donc on s'est dit, c'est un bon cas. Et le côté petite taille, c'est pas tant pour la dilution des effets que finalement de l'effet de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'aux États-Unis ou dans des très grands pays, les arbitrages peuvent se faire, vont être plus difficiles à capter dans le sens où il y aura beaucoup plus gros budget, donc on va pouvoir quelque part... c'est ça, un peu amortir en fait un déficit ou un problème, alors que nous, ça risque de se voir. Et c'est un peu cette intuition-là, parce que dans cette histoire des taux de disponibilité, on y revient, parce que il y avait quand même quelque chose qui, moi, à la base, ça part quand même c'est dans les revues spécialisées, notamment dans l'aéro, ils expliquaient qu'en fait, les taux de disponibilité technique, parce que en fait, nous, on étudie les taux de disponibilité technique en métropole, on n'étudie pas vraiment les taux de disponibilité en opération, parce que eux, justement, sont au maximum. Et c'est un peu... Là, on tourne un peu autour de l'effet causal qu'on a essayé de cerner dans le papier. C'est qu'en fait, pour avoir un taux max en opération extérieure, il y a forcément un impact sur la métropole via notamment le MCO, parce que il y a une allocation prioritaire des crédits pour maintenir à ce degré d'exigence en opération extérieure. L'idée, c'est pas de dire que le taux... Exactement. Mais c'est pour ça que la dimension du temps long est très importante dans ce papier, parce que c'est petit à petit que si on maintient un niveau d'excellence trop important en OPEX et qu'on fait pas le nécessaire dans la base arrière, si on veut, on va dégrader le fameux capitaine militaire que tu évoquais. Oui, parce que si on regarde sur un temps trop court, on voit un arbitrage qui est de bon sens, c'est-à-dire évidemment qu'on prend un peu à Pierre en métropole pour donner à Paul qui, lui, entend des rafales de Kalachnikov régulièrement lui siffler aux oreilles. Par contre, la question et l'intérêt, c'est vraiment une question de puissance militaire sur le temps long que vous étudiez dans cet article. Et donc ça, il faut faire le cumul, il faut faire la pondération des deux et englober les deux. Mais alors justement, ça nous amène
à vos conclusions, à ce que vous avez trouvé. Alors je vais dire tout de suite, c'est pour ça que j'aime bien faire ce format et que j'aime bien tout ça, faire des articles avec des économistes, c'est moi j'ai un côté d'étrangeté, c'est-à-dire il y a un moment, tout le début c'est super, j'aime bien, je lis, etc. Et puis il y a un moment autour de la page... Je crois que c'est autour de la page 10-12 où en fait j'arrête de pouvoir lire. Voilà, c'est fini. Parce qu'il n'y a que des équations. Donc il y a des lettres grecques, etc. Donc voilà, il y a un moment où je vous fais confiance. Mais au-delà de ça, et je ne vais pas reprendre vos équations, et bon, c'est votre truc entre économistes. À quoi est-ce qu'elles vous amènent, disons, ces équations, et à quelle conclusion ? En fait, les équations, c'est l'idée, c'est en gros, on n'a pas de mesure directe de la puissance militaire, donc comme on l'a dit, on a plutôt pris cette mesure indirecte qui est le taux de disponibilité, et à partir de ce moment-là, on se dit, c'est quoi les déterminants du taux de disponibilité ? Et donc, en gros, il y a deux façons de faire. Soit on a une approche extrêmement exhaustive, un peu très holistique. Donc en gros, on prend tout, on essaie de voir les déterminants principaux comme les sous-déterminants. En général, ça marche bien pour des études de cas. Mais nous, en fait, on a... Ça, vous le dites, en fait, c'est un truc qui a déjà été travaillé, mais pour des micro-segments, notamment connus, c'est les avions de chasse. Bon, ça, c'est des trucs qui ont déjà été bossés dans la littérature. Vous essayez d'avoir un filet un peu plus large. Nous, on a, grâce aux données qu'a collectées Jocelyn, on a les taux de disponibilité pour tout le parc. C'est-à-dire tous les types de matériel. Donc les navires, les véhicules terrestres, les aéronefs, tous les types. 75 matériels. 75 matériels différents qu'on a regroupés en catégories parce qu'évidemment on peut faire on peut rapprocher un certain nombre de matériels. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben, une des questions empiriques... Elle est en libre accès, cette base de données ? Pardon ? Elle est en libre accès, cette base de données ? Non. Non, mais parce que Après, elle devient caduque, malheureusement, parce qu'on a parlé tout à l'heure donc là, ça va devenir une base de données pour historiens. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous nous refilez le bébé au bout d'un moment. Archives dans 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, un des sujets empiriquement, c'est en gros, est-ce qu'on travaille sur un échantillon ou la population ? Et d'un point de vue statistique, c'est pas la même chose. Or là, nous, on s'intéresse à la population. Donc, on n'est pas en train de se dire « Ah oui, mais qu'en fait, vous avez fait du cherry picking, vous avez pris qu'une partie de la population qui vous intéressait pour mettre en évidence les effets les plus significatifs. » Non, là, c'est pas le cas. On a toute la population. Donc, ça a un avantage. Toute la population de matériel. De types de matériel différents. Exactement, la population statistique. Et donc, notre approche, elle est fondée sur les travaux de la littérature. Donc, on fait un truc assez... ce qu'on appelle le principe de parcimonie, c'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de déterminants, ceux qui nous semblent les principaux, et on va regarder l'effet statistique de chacun de ces déterminants pour chaque type de matériel, pour chaque équipement. Et donc on a pris des critères basiques de déterminants issus de la littérature, qui sont l'âge du matériel, avec l'idée que plus le matériel est ancien, plus il est coûteux à maintenir, donc moins le taux de disponibilité sera élevé. Et après, on a essayé de regarder est-ce qu'il y a des effets liés à la taille du parc. Donc le nombre de matériel qu'on a dans le parc à chaque moment, à chaque période. L'idée étant que si on a un petit nombre de matériel, je pense notamment aux porte-aéronefs, aux sous-marins, aux frégates, essentiellement les bâtiments de la marine nationale, en gros, comme il n'y en a pas beaucoup, il faut que ça fonctionne. Alors que quand vous avez plusieurs milliers de VAB, si vous en avez 10 sur le flanc, c'est pas très grave, vous pouvez quand même faire la mission. Et donc c'était un peu cette idée-là, en gros, est-ce que les taux de disponibilité vont être meilleurs là où les parcs sont les plus faibles. Et donc ça, c'est des critères un peu standards. Et là-dessus, on a rajouté un critère qui est un peu l'originalité de l'article. C'est une mesure qui va essayer de capter l'intensité des opérations extérieures pour regarder, justement, est-ce que les opérations extérieures vont dégrader ou pas le potentiel militaire. Alors, on a deux indicateurs pour faire ça. Le premier, c'est le nombre de kilomètres carrés dans lequel est opéré un militaire projeté. Donc, on a regardé à chaque période où est-ce que la France était projetée, dans quel pays. On a fait la multiplication, on a fait la somme de la superficie de chacun des pays, et on a divisé par le nombre de militaires à chaque année projetés. Et donc ça donne un des graphiques de l'article, et on voit bien que, en fait, on a multiplié par presque 10 le nombre de kilomètres carrés que chaque militaire occupe à chaque moment au sein des opérations extérieures. Et supposé contrôler. Supposé contrôler, parce qu'effectivement, quand on dit le militaire, il est déployé au Tchad, on a pris toute la superficie du Tchad, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est exactement au Tchad. Donc il y a un certain nombre. Donc là, c'est un choix empirique pour nous, mais qui nous permet quand même de contrôler. C'est-à-dire, on peut pas. C'est pas exactement le même.
contrainte, disons, de contrôler 1 km² de désert au Tchad et 1 km² de centre-ville en Centrafrique, quoi. Probablement pas, effectivement. Et donc ça, c'est une des difficultés majeures de l'article. C'est pour ça qu'on a une deuxième mesure qui, là, pour le coup, n'est pas sujette à ce genre de difficultés. C'est les dépenses, donc ce qu'on appelle le surcoût des opérations extérieures, qui est le budget en euros, pour regarder, en gros, une corrélation, un effet lié à des dimensions budgétaires, en fait. Et donc, on a estimé ça dans un modèle très particulier qui nous permet statistiquement de contrôler un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas, les effets qu'on vient d'évoquer notamment. Et la bonne nouvelle, c'est que statistiquement, les résultats montrent que les variables traditionnelles ont bien l'effet qu'on attend d'elles. C'est-à-dire que plus le matériel est vieux, plus le taux de disponibilité sera faible, et plus le parc sera petit, plus le taux de dispo sera élevé. Donc jusque-là, notre effet, il est cohérent avec la littérature. Enfin, pour l'âge, c'est pas tout à fait ça. Il est plus fait pour les équipements en phase initiale, ce qui est cohérent en fait avec l'histoire de courbe en baignoire en fait. Et après, il remonte jusqu'à atteindre un plateau avec une forme de mètre. Quand vous avez un truc qui sort d'usine qui est pas encore bien rodé, l'utiliser, ça le dégrade très vite. C'est ça. Il est très jeune. Il y a une phase d'apprentissage, un petit peu des procédures de maintenance, de mise en route. Peut-être aussi après. Alors, on peut isoler avec le parc après parce qu'il y a l'effet combiné avec la taille, parce que ça arrive pas tout d'un bloc en service. Il y a pas, donc les effets d'échelle se matérialisent qu'après. Fait de la courbe en baignoire. C'est un peu une sorte d'inverse de la courbe en baignoire. La courbe en baignoire, c'est soit en fonction du coût, soit en fonction de la fiabilité. Là, du coup, le taux de dispo, il est faible au début, il remonte pour atteindre une sorte de plateau après. Mais grosso modo, c'est un peu cette idée, quoi. Et donc, c'est ça, disons, l'idée, c'était, on a bien compris, de prouver un truc très intuitif. Et donc là, à votre sens, vous l'avez prouvé dans une certaine mesure à la fin. Nous, ce qu'on montre, en fait, c'est vrai que Julien l'a dit dans l'autre sens à partir des paramètres de la littérature, c'est-à-dire âge, quantité, qui sont un peu quand on cherche à étudier les taux de dispo, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, on peut aussi refaire l'histoire dans l'autre sens, c'est qu'au début, nous, on s'est dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la régression naïve, regardons le taux de dispo, quel effet ça fait si on fait une régression dessus avec le surcoût des OPEX. Si on fait ça, on va trouver quelque chose de négatif, puisque j'en ai parlé avant, je l'avais fait dans ma thèse, mais en fait, on va se dire, oui, mais attention, vous ne raisonnez pas à âge constant, vous ne raisonnez pas à quantité constante. Donc en fait, en rajoutant, on contrôle par ces choses en fait, industrielles, des choses qui sont liées au métier en fait, de la maintenance, et on voit bien qu'une fois qu'on a pris ça en compte, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, on a un effet des interventions militaires mesurées par les nombres de kilomètres carrés négatif d'un coefficient de moins 0,2. Ce qui veut dire, en gros, quand on augmente de 10%, de 10% le taux de la quantité d'espace où on va occuper, on baisse en fait de 2 points de disponibilité les matériels. Et ça, contrôlé par l'âge, contrôlé par la quantité, et contrôlé par un certain nombre de caractéristiques qui sont modélisées dans le modèle. Et en fait, après, c'est là qu'on peut aussi isoler, c'est ce que Julien évoquait tout à l'heure, regarder en fait, grâce à ce type de modèle, lesquels sont plus ou moins affectés par rapport à cet effet moyen. Et la conclusion de l'article, c'est qu'en gros, on s'est efforcé de maintenir une forme de disponibilité pour des matériels qui sont plutôt pour les OPEX, et ça s'est fait au détriment de matériels plutôt utilisés pour la guerre de haute intensité. Notamment, il y a les chars de combat, les hélicoptères lourds, etc. Les hélicoptères d'attaque. Et donc l'idée, je le réutilise parce que c'est un concept que je trouve élégant, c'est l'idée qu'il y a ce que vous appelez un halo de coûts qui sont associés aux opérations militaires extérieures, c'est-à-dire voilà, il y a les OPEX, il y a l'OPEX, l'usure directe de l'OPEX, et il y a l'usure indirecte qui se mesure difficilement, mais que vous essayez de mesurer, et qui est sur tous les pans disons de l'éventail, de l'inventaire d'une armée, y compris dans ceux qui n'ont pas été engagés, quoi. Exactement. Et c'est ce que permet justement le modèle spécifique là qu'on a utilisé, tout à fait. C'est un genre d'effet de fatigue un petit peu quelque part, c'est un peu cette idée. Et pour conclure, ouvrir peut-être, alors j'allais dire s'il fallait le refaire, mais si, c'est intéressant. C'est-à-dire s'il fallait prolonger, s'il fallait ouvrir, déjà on l'a dit, mais ce serait plus difficile aujourd'hui qu'hier, parce que les données, elles sont moins accessibles, vous êtes sur... on pourrait pas refaire en fait sur la période récente. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur une amplitude parce que ça s'arrête en 2017.
Donc voilà, et on ne pourrait pas faire sur plus récent. Comment dire, s'il fallait en dégager pas un programme, mais en tout cas des prolongements qui seraient intéressants et fructueux selon vous, alors à part avoir les chiffres pour pouvoir le faire, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je parle pour moi et puis vas-y, il y a quand même, on voit qu'il y a des effets différenciés par type de matériel et ça mériterait peut-être des études de cas que j'évoquais tout à l'heure un peu en complément. Je pense notamment au bâtiment de la Marine nationale dont on voit bien que comme il y a une petite quantité, est-ce qu'il y a des enjeux liés à des types de contrats particuliers sur la maintenance, enfin des enjeux institutionnels, des enjeux industriels sous-jacents qui mériteraient peut-être d'être creusés pour regarder est-ce qu'il y a des effets spécifiques au-delà de l'effet de la taille, tout simplement. À l'inverse, l'effet des hélicos qui est là complètement... on voit bien les effets, les hélicos sont surutilisés, on n'a pas assez pour former les pilotes, donc en fait il y a une forme d'usure qui est très clairement marquée. Les hélicos sont utilisés dans des zones de combat, en tout cas à l'époque de la période empirique de notre analyse, dans des zones désertiques, alors qu'ils n'ont pas été conçus pour ça, donc ils s'usent plus vite. Et donc, il y a aussi un enjeu, là, d'essayer pour prolonger, peut-être rentrer type de matériel par type de matériel pour regarder s'il y a des effets contractuels, institutionnels, des choix aussi éventuellement stratégiques. Est-ce qu'on a préféré mettre comme on a un volume d'hélicos limité, est-ce qu'on a préféré mettre dans telle opération plutôt qu'une autre, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des cas où on n'a pas pu déployer parce qu'on n'avait plus de matériel disponible? Donc ça, c'est un premier aspect, à mon avis, qui mériterait d'être creusé. À l'inverse, sur le type de matériel, il y a un cas sur les hélicoptères, enfin, sur les avions de transport. Donc c'est un cas très particulier qui sont opérés pour les transports de personnel, qui eux ont des taux de dispo super élevés. Donc on voit bien là, c'est un enjeu contractuel qui est spécifique. En gros, il faut que ça vole, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est des contrats de maintenance particuliers qui sont axés sur la performance. Exactement, avec objectif de performance. Donc en fait, c'est pas étonnant que dans nos résultats, du coup, il y ait une forme de surperformance du matériel, puisque par définition, et ça, nous, le modèle le montre, mais on n'a pas mis spécifiquement de variable contrat, si vous voulez. C'est ça un peu l'idée. Et donc, ce que Julien explique aussi là, c'est que c'est pas un super plan de faire des contrats avec objectif de résultat. Du coup, ça paraît une bonne idée. Ouais, tout à fait. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était pas tout à fait. En tout cas, c'était pas le standard. On va dire ça comme ça. Et ça, mais il y en a dans la marine aussi depuis relativement longtemps, sur frégates et sous-marins nucléaires d'attaque notamment. C'est vrai que cet aspect-là, individualiser les facteurs causaux, c'est comme ça que j'appelle ça. Moi, je pense que c'est une piste intéressante. Peut-être sous forme d'étude de cas. En même temps, l'étude de cas va perdre l'intérêt aussi de l'étude qui est de mettre tout ensemble en même temps et donc de montrer ces effets de balance ou d'arbitrage. La comparaison interpays aussi me paraît vraiment intéressante dans la mesure où on pourrait comparer les choses. On ne s'est pas trop lancé là-dedans parce que on est parti sur d'autres projets et puis c'est très coûteux en temps, mais ça serait intéressant parce que les États-Unis publient des choses. Alors après, j'avoue que j'ai pas essayé de retracer avec une historique aussi long, mais ça me paraît très intéressant d'essayer d'aller dans ce sens-là. Après, d'autres mesures de l'intensité aussi. Moi, je trouve qu'il y a une piste qui est intéressante, qui est un peu traitée, mais qui est difficile, qui est de mesurer ce que ça coûterait de ne pas les engager. Et donc, vous indiquez que c'est un peu difficile parce que ça impliquerait de mesurer des choses pour lesquelles on ne trouve pas forcément de valeur monétaire, c'est-à-dire l'entraînement, etc. À combien, qu'est-ce que ça coûte de ne pas engager, donc de ne pas entraîner, de ne pas aguerrir une troupe? L'exemple canonique de ça, c'est les Chinois, quoi, qui investissent beaucoup, mais qui n'ont jamais engagé leurs troupes. Alors après, le problème, c'est que ça a des conséquences en aval, c'est que on a l'air de dire que du coup, il faut absolument faire la guerre pour que l'armée soit efficace, et ça emmène vers des conséquences un peu obscures sur lesquelles philosophiquement et sur la place des forces armées. Mais en tout cas, il y a une question, je trouve, oui, mais qu'est-ce qui se dégrade si on a une génération entière de matériel et de personnel qui n'a jamais été engagé en opération extérieure, quoi. Il y a le contrefactuel potentiel, un des qui existe, c'est l'Allemagne, qui a quand même des équipements en grande quantité, relativement à la taille, en Europe continentale en particulier, et qui a beaucoup de difficultés à déployer un certain nombre de personnels quand il s'agit de faire des déploiements. Un des exemples, parce qu'effectivement, notre enjeu, c'est vraiment la puissance militaire in fine. Et par exemple, sur les sous-marins, les Allemands, dans un passé pas si lointain, donc ils avaient 6 sous-marins d'attaque.
aucun n'était disponible. Donc en fait, on peut imaginer que là, la puissance sous-marine pour eux, elle était de 0, en fait, puisqu'il y a des équipements, mais qui étaient indisponibles. Je pense qu'il y a un enjeu ici de compréhension. On a une mesure indirecte en fait de la puissance. Est-ce qu'on peut à un moment donné relier ça avec une mesure plus directe en tant qu'économiste, de fait, un des sujets majeurs, c'est que la base de l'économie, c'est comment on fait de la production. Donc c'est l'articulation de capital et du travail pour faire de la production. Donc là, imaginons que ce qu'on produit, c'est de la puissance. On voit bien que c'est déjà difficile à mesurer, mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a fait là, si on avait accès à des mesures. Il y a des cas où, de la Norvège, il y a une publication sur ce cas-là qui a été fait, où on combine le capital et le travail pour regarder la production de défense. Et ça serait intéressant d'aller plus loin, mais ça demande des réflexions méthodologiques pour, en gros, être capable de passer sous forme de métrique, alors quelle qu'elle soit, notre indicateur indirect de disponibilité c'est combien ça vaut en termes de puissance, voire même, alors là, l'archétype, l'idéal ultime, ça serait des données de puissance ramenées en valeur monétaire. C'est-à-dire, et là, de fait, ça permettrait de savoir, ok, je dépense X milliards, ça me permet d'acheter des équipements. C'est génial, l'idée de cette unité de le dollar militaire, le dollar valeur armée, quoi. Et qui effectivement est très spécifique à des politiques des pays, parce que tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure, dans le papier que j'évoquais tout à l'heure, qui est plus théorique, on fait des études de cas. En fait, on pousse le curseur en disant, si à un moment la ressource naturelle dont on parlait tout à l'heure, elle s'éteint, alors là c'est plutôt une ressource militaire, et si elle s'éteint, on tombe dans le Demilitarization Syndrome, on appelle ça, donc c'est vraiment le syndrome de démilitarisation. On sait très bien qu'on n'y est pas, etc. Mais c'est l'idée d'un modèle théorique, justement, c'est de pouvoir jouer avec les hypothèses. Et dans notre grille d'analyse, en gros, le Royaume-Uni était parti un petit peu dans cette logique de syndrome de démilitarisation. L'Allemagne était un cas un peu atypique parce que c'était plutôt une démilitarisation non pas par excès d'usage de la force, mais plutôt par sous-investissement, ce qui revient à l'argument que tu évoquais tout à l'heure en disant qu'est-ce qui se passe si on n'engage pas. La France, c'était un risque de démilitarisation syndrome. Les États-Unis, non, mais parce qu'en fait, ils avaient tellement cet effet de masse qu'on évoquait avant qu'ils arrivent à maintenir en fait une forme de puissance tout en surengageant aussi, parce que c'est ce que montrent un peu les indicateurs. Les Pays-Bas avaient réussi à se sortir en fait de ce démilitarisation dans notre grille, toujours pareil, dans notre grille d'analyse à nous, très spécifique, où on disait ils ont réussi à se désengager suffisamment tôt pour justement éviter de tomber dans cette trappe-là. Et d'ailleurs, on voit que là, ils ont renouveau des velléités en fait de refaire des opérations, etc. Là où peut-être que les Britanniques ont plus de mal à s'en remettre. Bon, après, c'est très qualitatif. Mais c'est intéressant. On peut reprendre la métaphore à d'autres échelles, quoi. C'est une troupe, une division, etc. Il y a un moment, il faut qu'elle se reconstitue. Exactement. Et on peut. C'est le cycle. On peut peut-être engagement, récupération, repos. Et on peut peut-être étendre ça à l'échelle nationale, à l'échelle des pays. Tout à fait. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Donc, je vais rappeler les références de cet article. When military interventions decrease military power, evident from the French case, qui est paru apparemment pour la première fois en 2023. J'avais 2025 comme date, mais ça doit être... C'est 2025 dans un numéro de Defense and Peace Economics, mais en ligne à partir de 2023. Très bien, donc dans le magazine Defense and Peace Economics, je mettrai évidemment le lien. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait en accès public. Je pense qu'il doit falloir un bouquet... de universitaires ou de bibliothèques universitaires pour y avoir accès. Merci beaucoup. Merci.